On va prendre la direction de Charleville-Mézières avec vous, ma chère Sabrina Birlin-Bouillet. Pourquoi Charleville-Mézières? Parce que des faits de violence se succèdent depuis plusieurs jours. Depuis le 14 juillet précisément, dans le quartier de la Houillère à Charleville-Mézières. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, des affrontements ont lieu. Les jeunes des quartiers s'en prennent aux forces de l'ordre. Il y a des voitures brûlées, des feux de poubelle aussi. Et là, c'est la fois de trop pour le maire, Boris Ravignon. Il décide de marquer le coup. Le mercredi suivant, il choisit d'agir en fermant un local associatif du quartier, un local qui pose problème depuis plusieurs mois. Mais surtout, ce lieu est devenu un point de deal. La mairie prend donc un arrêté de fermeture et des énormes blocs de béton sont installés devant le local pour empêcher l'accès à la vitrine, ce qui ne plaît évidemment pas à certains individus du quartier qui s'en prennent au maire. Ils le visent à coups de tirs de mortier alors qu'il est sur place. Alors même s'il n'est pas blessé, il reste néanmoins choqué. Et puis cette nuit, ça continue. Cette fois-ci, la violence grimpe d'un niveau. C'est une trentaine d'individus qui s'en prennent à la police. On compte au moins 200 tirs au mortier d'artifice. Imaginez-vous, les policiers ont retrouvé un mortier vide de ces 380 coups. Alors un policier est blessé, des véhicules sont incendiés. La situation est si violente que la gendarmerie est appelée en renfort pour aider la police municipale et nationale sur place. Bilan, seulement 5 interpellations et une enquête qui est ouverte. Et je vous propose d'écouter le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, dont vous parliez. Le maire de la commune de Charleville-Mézières. Moi, je considère qu'on a effectivement des territoires où il y a une revendication presque séparatiste de gens qui, par intérêt généralement purement mercantile, c'est eux qui tiennent une partie du deal, du trafic local, souhaitent devenir un peu les chefs, les représentants du quartier, s'approprier le quartier, l'avoir sous contrôle. Et cette prétention-là, il nous faut effectivement la combattre avec la dernière énergie. Moi, je pense qu'on peut agir. Loïc Valder, à peu près 45 000 habitants, Charleville-Mézières. Voilà les scènes auxquelles on assiste. On voit aujourd'hui que la fermeture de ce café, il me semble, associatif, gêne. Ça doit perturber des trafics et ils s'en prennent aujourd'hui à tout le monde, aux forces de police, aux maires. Il n'y a plus le respect de l'autorité et on voit que dès qu'on va essayer de combattre ces phénomènes-là, on va faire face à une hausse de la violence qui est complètement désinhibée, en fait. Et on voit que les mortiers, toujours encore, sont utilisés contre les forces de l'ordre. Et contre cet élu, contre l'élu et contre toute personne qui s'opposerait, en fait, à l'implantation d'un trafic. Donc, il y a nécessité, urgence à continuellement œuvrer et la police nationale sera bien évidemment là et ne reculera pas face à ces délinquants. Georges Fenech. Je pense qu'il faudrait insister aussi, ça relève ça du garde des Sceaux éventuellement, par voie de circulaire, de qualifier ces faits à leur juste gravité. C'est-à-dire que quand vous faites un tir tendu notamment, avec un mortier qui est une arme par destination, qui peut tuer sur un représentant de l'ordre, c'est un fait de nature criminelle. Ce ne sont pas des violences volontaires, c'est un fait de nature criminelle. Donc dire jugé par une cour d'assises. Or, ce que je constate malheureusement, c'est que ces faits sont quasiment systématiquement correctionnalisés. Ça se traduit devant un tribunal correctionnel avec des peines qui ne sont pas suffisantes et donc non dissuasives. Et vous êtes confronté à ces récidives parce que précisément, il n'y a pas de réponse pénale adaptée. Tout à fait. Céline Pina. Parce que, regardez, le policier, dans le cas de Naël, se retrouve, lui, avec une sanction et une qualification des faits qui est extrêmement lourde. Et là, au contraire, on a finalement, à force de nuancer, on en arrive à nier la gravité de ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est que quand on dit 45 000 habitants, c'est une grosse ville en province. Et ce qui serait intéressant, ce serait de regarder les compositions sociologiques de ces quartiers. Et vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas structurellement extrêmement différentes des quartiers qui posent problème en région parisienne. Donc c'est en fait la même gangrène qui est en train de se répartir un petit peu partout. Et face à ça, sur des logiques de conquête territoriale, la reprise territoriale, c'est ce qu'il y a de plus violent, parce que ça se fait au quotidien
presque, j'allais dire, immeuble par immeuble. Et ça veut dire que si vous voulez reprendre le contrôle de ce quartier, c'est aussi un changement de population. Et c'est pour ça, quand je vous parlais des opérations de démolition-reconstruction, très souvent, ce qui n'est jamais dit dans ces opérations-là, c'est que c'est souvent des maires qui sont complètement débordés par la population d'un quartier et qui profitent de ces opérations pour virer les éléments les plus dangereux. Hélas, malheureusement, parfois, ces éléments les plus dangereux, on les délocalise. On les traite jamais. Et c'est là où il y a un vrai souci, et c'est là où il faudrait que tout le monde se mette ensemble, parce qu'à partir du moment où on peut taper judiciairement par des amendes très très lourdes et que l'on est obligé de payer, ou la justice oblige les gens, parce qu'aujourd'hui, vous condamnez des gens à des amendes, les 3 cas ne les paient pas et la justice s'en rince les mains. Et si vous arrivez à mettre tout le monde en ligne, et on a les possibilités, parce qu'en fait, les structures existent. Au niveau des préfectures, on est censé mettre autour de la table officiers de justice, les éléments sociaux, les maires, etc. On avait des structures qui existaient, sauf que les 3 quarts du temps, elles se débrouillent pour prendre très très peu de décisions et rarement les plus courageuses. Donc il y a un vrai changement de mentalité à avoir et d'assumer en fait cette reprise en main. Elle se fera et elle sera difficile, il y aura de la violence. François Pupponi, vous avez été maire aussi, et là, dans le cas présent, on a un maire qui a pris ses responsabilités. Et Sabrina Birlin-Bouillet nous a raconté, il a essuyé un tir de mortier. On voit bien, là, on a un maire qui prend ses responsabilités. Moi, j'ai été maire, on m'a brûlé 3 voitures. Hein. C'est la vie quotidienne des élus. Hein. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait aussi peu de... quand vous êtes dans une certaine désaffection et une envie... Ce qui m'est arrivé, je vous le dis... Je ne dis pas que c'est normal, mais... choque tout le monde. Non, mais je ne sais pas que c'est normal, mais malheureusement, c'est... Quand vous êtes élu dans des... Je regardais Charleville-Mézières, il y a un QPV, il y a un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il y a un quartier en rue, donc c'est un quartier sur lequel on a cassé, rénové, restructuré. Mais effectivement, Céline Pina a raison, le grand loupé, c'est qu'on n'a pas mis en place une vraie politique de peuplement. C'est-à-dire que les familles qui posaient problème n'ont pas été remises ailleurs ou suivies, et donc on a laissé les mêmes populations au même endroit, voire on a même paupérisé le quartier. Mais effectivement, les maires, quand ils sont dans ces quartiers, qu'ils investissent, il y a un moment, quand ils vont au combat, ils sont en première ligne. Et sincèrement, le maire, il est tout seul. Hein. Oui. Il n'est pas armé, il n'est pas protégé. Moi, je me rappellerai, je racontais l'anecdote, ils ont essayé de brûler la voiture et j'ai vu qui c'était. Et une demi-heure après, je l'ai attrapé. Je l'ai remis à la police en disant, voilà, je vous le remets. Le gars, 3 heures après, il était dehors, quoi. Ah oui, mais ça c'est ce que alors, dénonce... Le lundi matin, le procureur m'a appelé en disant oui, effectivement, on n'a pas été très bon, on s'excuse. Le gars, il est ressorti 3 heures après, il m'a traité de dénonce, c'est ce que dénonce Loïc Valder et tous les représentants des syndicats de police que nous recevons sur nos plateaux. C'est vrai que souvent, les élus, avant qu'ils soient vraiment protégés, alors par la police, ils le sont. Sincèrement, moi, j'ai jamais eu de problème. Les policiers respectent et viennent protéger les élus. De la part de la justice, parfois, c'est compliqué parce que voilà. Mais on l'évoque très régulièrement, Louis de Ragnel. Non, mais je trouve tout ça assez vertigineux. On essaie toujours de trouver des solutions, mais objectivement, là, je trouve que c'est très complexe. Là, on franchit des caps. Les conséquences politiques des décisions qui doivent être prises sont tellement difficiles à assumer. Et je rejoins ce que vous disiez, Céline Pina, qu'il y a peu de personnes qui vont, je vois l'état de la classe politique aujourd'hui, qui accepteraient de prendre ce risque, parce qu'en fait, mais pour, entre guillemets, nettoyer tous ces quartiers, il va falloir faire usage. Et qui va prendre ces responsabilités là importante. Il va falloir donner des consignes claires aux policiers, aux gendarmes, et à partir du moment où vous donnez il va falloir assumer derrière. Non, mais à partir du moment où on parle de reconquête républicaine, de reprendre le contrôle du territoire de ces enclaves, parce qu'en fait, ce sont des enclaves qui sont perdues, ça a un coût. Et à chaque fois, par le passé, qu'il y a des opérations de police, alors on envoie une CRS, on envoie un escadron de gendarmes mobiles. Bon, ils viennent, c'est très bien, hein, j'ai rien contre, évidemment. Mais c'est ponctuel. Ils viennent pendant un mois, grand maximum. Grand maximum. Souvent, c'est moins. Et après, ils repartent et la vie reprend son cours. Et évidemment. Et on voit bien que ce n'est pas tenable. François Pupponi. La quasi-totalité des maires de France, y compris de ces villes-là, lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, ils n'ont pas de garde du corps, on n'est pas protégé. Enfin, il n'y en parle pas trop. Alors, de temps en temps, quand c'est un peu compliqué, le préfet vous appelle en disant, monsieur le maire, on va demander à la police de faire des rondes devant chez vous pour, voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, et puis, vraiment, quand on a un niveau supérieur, il y a une statique devant la maison. Bon, des cas très particuliers qu'on connaît. Mais globalement, on n'a pas de protection. Enfin, on n'a pas de garde du corps. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est sur, sur cette affaire-là, il y a eu 5 interpellations. Alors, on a dit que 5 interpellations, mais au final, des policiers ont pris des risques.
pour ces 5 interpellations. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est la réponse qui va être donnée à la suite de ces gardes à vue. Et puis, au-delà de ça, c'est que je rappelle qu'à l'UNSA Police, on veut des peines minimum pour les agresseurs de policiers, parce qu'on le dit effectivement, un tir tendu de mortier, potentiellement, ça peut tuer. Donc, il faut bien le comprendre. Ça s'appelle une tentative d'homicide volontaire sur un genre. Tout à fait. Le problème, c'est que tous ces trafiquants, tous ces délinquants tiennent des quartiers. Et on l'évoque souvent sur ce plateau, ont un rôle social, viennent en aide aux plus défavorisés, apportent des colis, pour mieux les tenir. Non, mais c'est ça. Je dis pas que c'est bien, mais c'est la réalité. Il y a même des quartiers où ils sont financés par la municipalité. Bah oui, non, mais c'est ça la problématique aussi. Donc, là, il faut bouger le bureau, la chaise, tout refaire C'est pas les services sociaux à la française. C'est-à-dire que quand un délinquant ou quand un trafiquant de drogue vous utilise en tant que nourrice, il estime que vous êtes sa chose. Ah oui, et vous êtes redevable. Il y a un problème. Vous êtes redevable. Vous pouvez aussi... le gamin de 19 ans qui a été brûlé vif après être torturé et qui a été filmé, c'était aussi une petite main. Donc, attention, quand on dit ils font du social, mais quel social ? Mais c'est un prix, évidemment. Attendez, il y a d'abord, vous n'avez pas de soutien familial, de soutien réel qui s'inscrit dans le long terme. Les 3/4 du temps, c'est des trucs un peu paillettes. Par exemple, à Bron, dans un quartier qui est connu pour son trafic de drogue, il paraît que quand ils dépassent les 100 000 euros, les je ne sais pas plus combien de 100 milliers d'euros, ils font une grosse fête et ils tirent des feux d'artifice. Et ils proposent tous les week-ends, le quartier est en fête. Tout le monde le sait, ça fait des années que ça dure. Apparemment, ça ne doit pas déranger grand monde. Donc, il y a aussi ces réalités-là. Alors, ces réalités, elles peuvent être liées à du clientélisme, elles peuvent être liées au fait que ces quartiers ont été totalement désertés. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des gens qui vous donnent de quoi aider votre grand-père à aller en EHPAD, etc. Ce n'est pas ces aides-là. Oui, c'est de l'argent, mais entre nous, ce qu'on prend en charge socialement, ils peuvent se permettre de faire les beaux parce que derrière, il y a l'État qui, elle, donne les appartements et donne les aides sociales. Donc, il faut quand même réduire le côté aide sociale des dealers.